Salut, moi c'est Giaco, et ça c'est... Arrêtez de faire semblant, vous savez tous comment s'appelle ce micro. Sorti en novembre 2009, le Blue Yeti fut le premier micro USB de ce nom. Il est sorti du lot par son côté tout en un et abordable, dans une période où le combo interface audio plus micro XLR était la norme. Il demeurait donc un énorme trou entre le domaine pro et grand public. Celui-ci, comblant ce vide, s'est donc montré attirant pour les créateurs de contenu, musiciens et podcasteurs, leur permettant de s'essayer à plein de choses et de conditions d'enregistrement grâce aux multiples directivités. Le Yeti est d'ailleurs toujours recommandé et acheté par plein de créateurs de contenu débutants. Et cette popularité était justifiée de par le passé. Mais les besoins et le marché ont évolué, et pas le Yeti. Et de nos jours, j'ai personnellement une dent contre le Yeti. Mais ai-je raison et ces impressions extérieures sont-elles valides? Eh bien, grâce à Emrys, je vais en avoir le cœur net. En effet, celui-ci a gracieusement accepté de me prêter son Yeti, accompagné par une autorisation de le démonter autant verbalement que physiquement, histoire de savoir ce que celui-ci a vraiment dans le ventre. Un immense merci à lui, sans qui cette vidéo n'aurait donc pas pu être possible. L'objectif de cette vidéo est donc de répondre à deux questions. La première, c'est en 2020, le Blue Yeti vaut-il toujours son prix? Et deuxièmement, est-ce toujours le micro adapté aux youtubeurs et streamers débutants? Et avant d'entamer le planning des festivités pour répondre à ces questions, pourquoi ne pas vous abonner? En effet, 82% d'entre vous qui regardent mon contenu ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors pourquoi ne pas rejoindre le gang des schlanquiers? C'est gratuit et vous apprendrez plein de trucs. C'est bon, vous êtes abonnés? Alors voici ce qui vous attend dans cette vidéo. Premièrement, je vous propose de faire une évaluation de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire les avantages et inconvénients rencontrés lors de l'utilisation ordinaire de ce microphone, hors l'aspect qualité sonore. Ensuite, on fera un petit essai et écoute du rendu du microphone dans toutes ses directivités, suivi par un bilan des performances de ce micro dans ses différents modes. Ensuite aura lieu mon moment préféré, le démontage et l'analyse technique des composants de ce micro. Et puis, avant la conclusion, je vous ferai un petit tour d'horizon des solutions actuelles, histoire de présenter des alternatives à ce bon vieux Yeti. Alors sans plus tarder, parlons expérience utilisateur. Emrys n'ayant pas retrouvé la boîte et le pied de ce Yeti, je vais juste me contenter de vous donner mon avis sur le corps du micro en lui-même. Et à peine déballé, j'ai bien évidemment remarqué la qualité de fabrication honorable de celui-ci, il est d'un plutôt bon poids, le métal est de qualité mais renvoie pas une impression professionnelle non plus. Ce qui m'a fait sourire dès le début, c'est surtout la taille ridicule de ce micro, c'est une bouteille, c'est un gourdin. Et une fois le micro branché, j'ai eu le plaisir de remarquer que celui-ci ne nécessitait pas de driver sur Windows, macOS et Linux. Au niveau connectique, celui-ci dispose d'un port mini USB qui ne renvoie pas une impression de solidité énorme non plus, donc il faut faire un minimum gaffe. Et puis une sortie casque permettant l'écoute du son du PC et du son du micro sans latence, dont le contrôle du volume se fait à l'avant du micro. Le niveau de retour du micro dans le casque se gère d'ailleurs logiciellement via les paramètres audio de Windows et de macOS. Et vous avez également à l'avant du micro un bouton mute un peu dur de la feuille, faut bien appuyer dessus pour qu'il coupe le son, mais bon, il a l'avantage de ne pas provoquer de ploc. Et à l'arrière, un potentiomètre de gestion du gain et un sélecteur de directivité. Tous ces boutons et potentiomètres ne sont pas désagréables à l'utilisation, au contraire, ils ne sont ni trop faciles ni trop difficiles à tourner, ce qui permettra d'éviter de dérégler le micro lors de sa manipulation et de ses déplacements. L'expérience utilisateur semble donc globalement positive, mais j'ai remarqué trois problèmes plutôt majeurs lors de l'utilisation de celui-ci. Premièrement, le niveau logiciel de base du micro est très fort, c'est-à-dire que sur macOS, il y avait 12 décibels de boost du niveau micro, et sur Windows, c'était aussi très élevé. Et ça emmène vers le deuxième problème de ce Yeti, donc c'est que l'écoute logicielle et matérielle sont complètement détachés. C'est-à-dire qu'à l'écoute au casque, le niveau micro peut être très bon, et de l'autre côté, vous pouvez avoir vos potes sur Discord qui vous engueulent parce que le son micro est 40 fois trop fort. Cette histoire de problème de niveau créera donc un inconvénient majeur pour vos auditeurs, mais ne vous inquiétez pas, parce que l'inconvénient qui arrive va poser des problèmes non seulement pour vos auditeurs, mais aussi pour vous. En effet, le changement de directivité cause un énorme ploc, non seulement dans votre écoute, mais aussi dans celle de vos auditeurs. Pensez donc à mute le micro lors du changement de directivité si vous voulez pas endommager votre casque et ceux de vos potes. Donc voilà, c'est trois points auxquels il faut faire attention, mais globalement, à l'utilisation, le bilan est pas catastrophique non plus. Donc ça semble pas si mauvais que ça pour l'instant, et ben ça tombe bien, parce que je vous propose de faire une écoute du son du Yeti. Vous allez entendre successivement une prise de ma voix en mode cardioïde, omnidirectionnel, stéréo et figurant 8, qui va permettre de se donner une idée des performances du Yeti dans son utilisation dédiée, c'est-à-dire de ne pas juste faire joli sur le bureau, mais aussi de prendre de l'audio. On va commencer par le mode cardioïde, qui est celui le plus utilisé par la plupart d'entre vous pour de la prise de voix, car il prend le son uniquement à l'avant du micro. Vous pourrez remarquer en effet que quand je commence à passer à l'arrière du micro, il y a un immense détimbrage. À l'heure actuelle, mon gain est au minimum, et on est un peu dans la pire situation.
parce que vous avez les ventilateurs de mon ordi et les parents qui écoutent la radio juste en dessous. Donc il capte bien les bruits ambiants. Hein. Au niveau de la distance, je suis à 15 cm du micro et les plosifs sont pas des plus prononcés, même si on les sent quand même un petit peu. C'est récupérable, mais c'est un petit peu décevant, considérant que ce micro-là a une bonnette interne. Au niveau vibration, je suis avec un pied de micro, avec des pieds en caoutchouc et sur un tapis. Et malgré tout, les coups de pied sont quand même vachement repris par le micro. Et quand je tape sur le pied, vous pourrez remarquer que c'est encore pire. Nous voici en mode stéréo, le mode préféré de tous vos créateurs de contenu ASMR, car c'est celui qui permet un passage séparé de l'oreille gauche à l'oreille droite. Alors actuellement, je suis toujours à 15 cm du micro, et donc la séparation est très clairement audible, avec comme seule nuance que plein centre, vous tombez pile dans le lobe des deux micros, et il y a donc un effet de filtrage où la quantité de grave se retrouve un petit peu diminuée, le son est plus fin. Le problème de vibration dans le pied de micro est encore plus intense avec ce mode-là. Et au niveau bruit de fond, vous avez l'ambiance de maison, mais en stéréo quoi. Nous voici en mode omnidirectionnel qui, comme son nom l'indique, va prendre le son tout autour du micro de façon la plus uniforme possible. Et bon, comme d'habitude, en pratique, c'est moins parfait que ça, parce que vous pourrez entendre que quand je me promène tout autour du micro en essayant de maintenir la même distance, on sent quand même le passage entre les trois capsules qui sont censées être dans un triangle équilatéral parfait. Au niveau prise des vibrations, on est parti. Et le bruit de fond. Il faut habiter dans un endroit mort pour enregistrer en omni quoi. Nous voici en mode bidirectionnel, une configuration d'enregistrement un petit peu particulière qui permet d'avoir deux lobes de sensibilité égaux à l'avant et à l'arrière du micro, permettant par exemple d'enregistrer deux personnes avec le même dispositif. Alors le truc un petit peu amusant, c'est donc qu'à l'avant, on a la même sonorité qu'en mode cardioïde. Mais écoutez bien, je vais retourner le micro à 180 degrés pour être dans l'autre lobe de sensibilité, et le grave et la quantité de détail a fait un bond phénoménal. Genre là le son est plaisant, là c'est un Yeti quoi. J'avoue que je suis sincèrement perdu parce que le micro sonne mieux derrière que devant. On va faire un petit test de vibration une fois de plus. On est sur la même catastrophe que pour l'omnidirectionnel. Puis au niveau bruit de fond, c'est moins dramatique que le stéréo et puis que l'omni, mais bon, vu que le PC est derrière, il le capte bien quoi. Surtout vu qu'apparemment la qualité de son est meilleure à l'arrière qu'à l'avant. Que dire ? De façon générale, malgré la faible quantité de bruit de fond, la captation des bruits ambiants est plutôt élevée, même en mode cardioïde. Comme ce qui m'avait semblé remarquer dans les enregistrements de voix d'autres personnes, le Yeti manque cruellement de grave. Et ce côté fin, son déplaisant est très accentué à l'écoute directe du retour du micro, qui a un son très robotique et artificiel malgré un manque total de latence que je n'explique pas. Et comme vous l'aurez remarqué, dans toutes les prises, le micro prend les vibrations du pied de façon mais ridicule, considérant le manque de grave cité précédemment. Pour donner mon avis sur chaque directivité séparée, du côté du cardioïde, il n'y a rien à signaler quand vous êtes de face, mais on constate un énorme détimbrage et une drôle de résonance dans le grave à 180 degrés à l'arrière du micro. Veillez donc à bien le mettre en position pour éviter ce côté résonnant dégueulasse. En omnidirectionnel, il y a une atténuation de niveau qui est plutôt constatable lorsque vous passez entre ce que j'imagine être les différentes membranes du micro. Et puis, il y a un changement de sonorité quand vous vous promenez dans le lobe, où que vous soyez, c'est plus défini à l'avant, plus grave à l'arrière, il y a un petit peu plus d'aigu à gauche, un peu moins à droite, bref, ça part dans tous les sens. En stéréo, j'ai constaté qu'il y avait plus de grave à gauche qu'à droite. Je sais pas pourquoi. Et en figure 8 ou bidirectionnel, qui est pour moi le mode le plus comique et pourtant mieux sonnant de ce micro, vous pourrez remarquer que à l'avant de celui-ci, on a donc une sonorité globalement semblable au cardioïde, avec donc ce manque total de grave, un son très médium aigu, carton, dur, sans âme. Mais à l'arrière, du grave, du détail, de la chaleur, de la qualité, j'avoue que je comprends pas. Vraiment, comment, pourquoi Chaque directivité semble donc avoir ses petites imperfections. Et même si sur le terrain, celle-ci reste plus négligeable,
Il reste décevant de voir une telle disparité sonore entre les différents modes de directivité et même entre les lobes de chacune d'entre elles. Donc pour conclure sur ces essais, si vous voulez la meilleure qualité sonore avec votre Yeti, mettez-le en bidirectionnel et parlez derrière, c'est logique. Assez parlé, il est temps de démonter. Important de préciser que celui-ci est à but pédagogique pour comprendre le fonctionnement et le coût général de ce micro, et que malgré tous mes efforts, vous aurez forcément une vision approximative et incomplète du coût et du fonctionnement du produit fini. Une fois les 3 vis au cul du micro défaites, vous tomberez donc sur 2 circuits imprimés. Le premier est chargé de la partie analogique, c'est-à-dire la préamplification du micro et la sélection de directivité. Et le circuit à l'avant se charge de la partie numérique, c'est-à-dire la liaison en USB, le retour casque et la conversion analogique numérique. Ce qu'on remarquera au premier abord sur ces circuits imprimés, c'est que tous les composants sont montés en surface. Cependant, j'ai eu le plaisir de remarquer qu'aucun condensateur électrolytique sont utilisés. Blue ont décidé de prendre que des condensateurs céramiques qui ont une durée de vie largement supérieure. Ce micro sera donc difficile à réparer en cas de problème, mais normalement vous devriez être relativement peinard. Et juste au-dessus de ces 2 circuits, vous retrouverez les 3 capsules à électret de 14 mm responsables de la captation audio. Avec à l'avant 2 capsules en mode XY permettant la captation stéréo et cardioïde avant. Et la 3e capsule est toute seule à l'arrière permettant la captation du lobe arrière du bidirectionnel et la complétion du lobe omnidirectionnel. Cette configuration de membrane un peu bizarre est d'ailleurs selon moi la source du problème, pas de grave à l'avant, grave à l'arrière du bidirectionnel. En effet, contrairement à tous les microcardioïdes conventionnels qui fonctionnent avec une seule membrane, le Yeti est donc obligé, de par sa configuration XY à l'avant, de faire une fusion du son des 2 membranes. Et je pense que c'est cette fusion qui cause un problème dans le grave. Une fois ces observations générales faites, j'ai décidé d'aller plus en profondeur pour estimer le prix de construction de ce micro. J'ai donc pris note des références des différents composants utilisés sur le Yeti et foncé sur mon PC pour regarder le prix de ceux-ci. Commençons donc par les capsules qui sont dites Custom Blue. Alors j'ai regardé le prix général de ces capsules 14 mm est de 1,50 € en Chine. J'ai donc supposé que celle-ci devait coûter 3 € pièce. Étant donné qu'il y en a 3, on est donc à 9 € pour les capsules. Le préamplificateur, lui, coûte 71 centimes. Les 2 potentiomètres Burns utilisés pour le gain et le volume casque coûtent 1,34 € chacun. A noter que ceux-ci sont de plutôt bonne qualité, avec 15 000 cycles de rotation répétés avant défaillance. Et le sélecteur de directivité est fait par CTS et coûte 13 € avec une durée de vie estimée à 25 000 cycles d'opération. Une fois de plus, un composant plutôt solide. Du côté numérique, Blue ont utilisé un convertisseur 6 médias CM6400 qui coûte 2,08 €. Et pour la gestion de la fréquence d'échantillonnage de celui-ci, ils ont utilisé un contrôleur d'horloge Texas Instruments à 35 centimes. Pour stocker le programme du convertisseur et permettre son initialisation, ils ont utilisé une mémoire de 2 kilobits à 18 centimes. Et enfin, pour donner la cadence, ils ont utilisé un cristal de quartz 12 MHz à 45 centimes. Rajoutez à cela 20 € pour la main d'œuvre, 1,80 € pour le circuit imprimé, 7 € pour la création du corps en métal et 5 € de marge pour les condensateurs, résistances et autres composants que j'aurais omis de repérer. Vous vous retrouvez à 62,25 € pour le coût de fabrication de ce Yeti. Considérant que ce micro est sorti en novembre 2009, vous allez pas me dire qu'ils ont pas amorti leur marge de recherche et développement avec 67 € de marge en 11 ans. Mais alors si le Yeti ne vaut pas son prix, quel micro USB choisir ? Premièrement, vous avez les classiques Bird UM1, Onamic 900B, Eagleton UM30 et autres micros basés sur l'Altron UM900. Ceux-ci disposent d'une membrane de même taille, une seule, cardioïde, comme il faut, et ils disposent des mêmes convertisseurs et circuits de préamplification, proposant donc un bruit de fond équivalent, tout en étant 100 € moins cher, en ayant du grave en plus et en faisant pas une taille colossale. La deuxième alternative est le T-Bone SC420. Celui-ci propose, comme ses congénères présentés précédemment, une membrane à électret de 16 mm cette fois-ci, qui a un son époustouflant pour le prix. Disposant une fois de plus du même convertisseur, il dispose d'une sortie casque avec contrôle du niveau logiciel. La gestion du gain du micro se fait cette fois-ci logiciellement et unifiée, contrairement à celui du Yeti. Et pour 58 €, soit 92 € de moins que le Yeti, il est fourni avec tout le nécessaire, pieds, câbles, anti-pop, suspension, bonnette et bien évidemment micro. Et pour ceux qui souhaitent investir le même budget que le Yeti et veulent plus de fonctionnalités, vous devriez vous orienter vers le Presonus Revelator, une sortie récente qui dispose d'une membrane double 34 mm d'une excellente qualité. Celle-ci est multidirectionnelle, permettant une captation en cardioïde bidirectionnelle et omnidirectionnelle, cette fois-ci un peu plus uniforme que le Yeti, une connectique en USB type C solide et moderne, un traitement micro impressionnant intégré, qui comprend donc filtre, gate, compresseur, égaliseur et limiteur, avec modèle d'égaliseur et de compresseur interchangeables, des effets de voix intégrés, donc vous avez distorsion, délai, pitch shift, vocodeur, etc. et reverb séparé,
séparés. À l'instar du Go XLR, vous disposerez d'un moteur de mixage de pistes logicielles pouvant être séparées en 3 périphériques, et de gérer leur envoi dans votre retour casque et dans 3 pistes audio virtuelles, permettant par exemple d'avoir une piste dédiée à la conversation Discord, une piste dédiée à l'envoi sur le stream et une piste dédiée à l'envoi sur enregistrement. Il supporte l'ASIO pour son utilisation sur des logiciels d'enregistrement professionnels. Les fonctionnalités sont identiques sur macOS et Windows. En plus de l'interface de gestion logicielle qui est très complète, vous retrouverez 2 boutons à l'avant du micro permettant de changer de pré-réglage d'effet de voix et la gestion du mix. Et comme si ça suffisait pas, celui-ci est fourni avec la station de travail audio numérique Studio One Artist et un pack de plugins Studio Magic offert avec qui est ridiculement complet et avec des plugins de marques reconnues qui sont d'une super qualité si jamais vous souhaitez vous lancer dans la MAO en plus du stream et de l'enregistrement de vidéo. Et le son qu'il propose est clair, détaillé, sans en oublier le grave. Pour 179 €, si vous souhaitez faire de la vidéo ou du stream, ça bat un Yeti, ouais. Voilà pour ce qui est des alternatives, vous retrouverez des liens pour chacune d'entre elles en description de cette vidéo. Pour conclure, je vous propose de répondre aux 2 questions posées au début de cette vidéo. Premièrement, vaut-il donc son prix en 2020? Comme vous aurez pu l'entendre, malgré l'avantage du choix de directivité, la qualité laisse à désirer pour chacune d'entre elles. Le son manque cruellement de gravés détails, il sonne cheap et artificiel, même un micro USB à 50 € fait mieux. Puis les composants valent rien quoi, le prix il est gonflé par le marketing, l'image de marque et la communication. Je veux dire, en 11 ans, ils ont eu le temps de l'amortir leur marge de recherche et développement. Et est-ce le micro toujours adapté aux youtubeurs et streamers? Bah, considérant que j'ai rarement vu régler dans une directivité autre que cardioïde, sauf pour de l'ASMR et des mauvais réglages, que le calvaire que représente le réglage de niveau peut en piéger plus d'un, et que le pied de bureau donne des mauvaises idées et mauvaises habitudes de position du micro, bah, à ce prix et pour cette qualité, c'est pas vraiment le micro à recommander pour débuter. A l'instar du combo 286S plus SM7B, il est un peu ridicule de faire des investissements aussi détachés des besoins et du reste de la chaîne audio. Alors partez sur un beurre du M1 ou un T-Bone SC420 et faites évoluer votre système d'écoute avec l'argent économisé. Dites adieu au casque gamer et achetez un casque de monitoring. Et je veux dire, même pour du multidirectionnel USB, on fait mieux maintenant. Je veux dire, regardez le Samsung G-Track Pro et le Revelator. En période de fête, cette vidéo tombe donc à pic comme argumentaire que le Yeti n'est pas un bon choix pour qui souhaite débuter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un énorme merci une fois de plus à Emrys pour m'avoir prêté son Yeti et pour m'avoir surtout donné l'autorisation de voir ses entrailles. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter pour vous donner votre avis, à vous abonner parce que plein de contenu sur le monde visuel arrive très prochainement, à rejoindre mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager, vous faire aider, à me suivre sur Twitch pour plus de contenu en direct. Je suis en stream les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. À me suivre sur Twitter et Facebook pour être informé des futures diffusions, publications et de l'envers du décor. Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon Utip pour faire un don direct de façon à soutenir la chaîne. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de joyeuses fêtes et vous dis à l'année prochaine pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Giaco. En effet, celui a gracieusement... C'est pas dur de parler!